Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir. Je suis ravi de vous retrouver en compagnie de toute la bande. Bonsoir les filles. Bonsoir Bonsoir tout le à monde. tous. On sent qu'on est vendredi, je vous trouve bien dissipé en tout cas. Ah non, Ah, pas plus si, que je d'habitude. trouve. Non, à peine. Donc bonsoir les filles, ravi de vous retrouver, on l'a dit. Donc ce soir, on va passer un bon moment avec Julia Brandon pour son livre Vita, dont Sonia aura le plaisir de nous faire une chronique tout à l'heure, donc la plus marseillaise de l'année. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Juste deux mots, étonnant et détonnant. Oula. Eh ben écoute, merci Waouh. à toi. Ouais, ça se voit qu'on est vendredi, elle a fait fort. Effectivement. Nous aurons également aussi l'extrait de Marie, donc on l'a dit, la comédienne de l'émission. Voilà, donc pareil, et aussi, là je pense à le dire cette fois-ci, privilégiez le casque si vous avez un casque, puisque Marie, on l'a dit, met des extraits, met des effets sonores dans ses extraits, donc c'est vraiment très impressionnant, justement, quand on écoute les extraits, donc n'hésitez pas à les mettre. Et puis bien entendu, nous aurons le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Julia? Julia, c'est l'enfant prodigue de l'écriture. Elle a commencé super jeune, elle a été repérée tout de suite avec ses nouvelles et elle a une plume hyper précise et écrire chez elle, c'est instinctif et viscéral. Donc j'aimerais vraiment savoir quel enfant elle a été et voilà, comment lui est venue cette facilité d'écriture. Eh bien, écoute, en tout cas, nous t'écouterons donc en fin d'émission et je vous rappelle effectivement que vous pouvez retrouver cette émission tous les vendredis et tous les mercredis et tous les vendredis à 19h30. Vous flashez ce QR code, vous pouvez voir les émissions en direct ou en rediffusion, c'est le même lien, c'est l'avantage. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne émission. N'hésitez pas à poser vos questions, on passe 1 heure et demie ensemble et tout de suite, on reçoit donc Julia Brandon. Bonjour Bonsoir à tous. Julia. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous ce soir, donc pour cet épisode numéro 24 de Entre l'encre et les mots ce soir, pour nous parler, on l'a dit, donc de ton livre Vita, voilà, la plus marseillaise de l'année aux éditions des auteurs des livres. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Julia Brandon? Eh ben, je suis marseillaise, donc j'habite toujours à Marseille. Je suis l'auteur de la trilogie Les Passagers, dont le tome 3 est sorti le 13 janvier, et aussi l'auteur de Vita, donc, qui est sorti le 25 novembre 2024. Eh bien écoute, merci à toi. C'est vrai que Séraphine nous a dit que tu t'étais lancée dans l'écriture très jeune. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans l'écriture justement? Je sais pas, j'ai toujours écrit. Je sais pas d'où ça vient, mais ça a toujours été un besoin presque vital, en fait. Ouais, je me suis échappée dans l'écriture, je me suis trouvée, je me suis c'était un terrain de jeu. Je me souviens que bon, j'ai commencé à écrire, j'avais 7 ans, donc je jouais avec la typo d'écriture. Chaque personnage avait sa typographie, chaque personnage avait sa couleur pour voilà, pour ses dialogues. Enfin, ça a toujours été un terrain de jeu. Et c'est ça qui me plaît dans l'écriture, c'est qu'on peut tout est possible. Donc voilà, faut juste laisser marcher son imagination. Et justement, où tu trouves l'inspiration pour faire fonctionner ton imagination? Dans mon quotidien. Enfin, dans mon quotidien, dans ce que je peux échanger. Voilà, je peux avoir des discussions avec des amis qui travaillent dans des métiers différents, qui peuvent me donner des idées. Enfin, je puise un peu partout. Mais dans mon quotidien, nécessairement, dans ce que je suis, dans ce que sont mes proches, voilà, dans ce que je vis tous les jours. Tu le disais tout à l'heure, tu as écrit un premier roman, donc on en parlera tout à l'heure, mais tu as écrit Les Passagers, qui a été en Mhm. plusieurs tomes, où là, effectivement, on voit le tome 1, qui a été sur 3 tomes, Ouais. qui vient de sortir. Est-ce que tu peux nous présenter cette, je sais pas, une trilogie? Oui, c'est une trilogie. C'est, en tout cas pour le tome 1, le parcours d'un père, donc Gustave, qui voyage dans le temps pour sauver sa fille. Donc, ça se passe dans une vallée qui s'appelle Palia et dans laquelle il y a 2 catégories de personnes qui cohabitent. Donc, il y a une catégorie de personnes qui a des pouvoirs, des pouvoirs et une catégorie de personnes qui n'en a pas. Et Gustave a donc des pouvoirs et il veut voyager dans le temps pour sauver Najma qui est morte noyée. Donc le premier tome suit sa quête. Le deuxième tome, c'est comme une histoire parallèle heu, au premier tome. C'est ouais, c'est comme ça se suit pas chronologiquement, mais c'est un petit peu une histoire parallèle.
Et le troisième tome, on n'est plus dans le voyage dans le temps, mais on est plus vers le thriller avec quand même pas mal de fantastique puisque c'est l'univers qui veut ça. Mais il est beaucoup plus psychologique, je trouve. En tout cas, on le disait tout à l'heure en off, c'est vrai que les couvertures sont très très belles. C'est l'éditeur qui les a faites, ces couvertures, ou est-ce que c'est toi? Alors non, les couvertures, c'est mon époux qui les a faites. Les D'accord. papillons, en fait, papillon en grec, ça se dit psyché. Et donc, c'est l'âme et le papillon. Et donc, je trouvais ça intéressant par rapport à la thématique de l'histoire, puisque finalement, enfin, bon, on retrouve la psyché dans ce bouquin. Donc, c'était important. Pour moi, c'était important, en fait. C'était une thématique importante. L'âme et le papillon, c'est un élément important de la trilogie. Donc, je trouvais sympa de le retrouver sur la couverture. Et ben, en tout cas, elles sont très très belles, hein. Donc on le rappelle, donc, que Les Passagers, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Je vois que c'était exactement la même maison d'édition que pour Vita dont on parlera tout à l'heure, des Ouais. auteurs des livres. Est-ce que tu peux nous présenter cette maison d'édition? Parce que honnêtement, personnellement, je ne la C'est connais pas. c'est une maison d'édition qui est basée à La Ciotat. Voilà, qui m'a réédité puisqu'en fait le tome 1 était sorti une première fois et il a été réédité chez des auteurs des livres. Et après, voilà, la suite est sortie. C'est une petite maison d'édition qui est à La Ciotat, mais que j'aime beaucoup. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci à eux, en tout cas, de t'avoir édité et de nous permettre de te Oui, découvrir et passer ce moment avec toi. Et il y a une première question de Dominique qui nous dit, donc, bonsoir, c'est peut-être un peu tôt pour poser cette question qui n'a rien à voir avec l'écriture, mais en voyant ce qui habille votre mur, il semble que vous avez une autre passion, la photographie ou la peinture. Alors, c'est vrai que mes deux acolytes du soir ont repéré tes tableaux tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est une passion pour toi, la photographie et la peinture? alors la photographie pas particulièrement. C'est vrai que je suis très sensible à la peinture et à Dali, effectivement. Donc j'ai un tatouage aussi avec des symboles de Dali. Donc c'est vrai que Dali, c'est un peintre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la peinture en général, mais Dali, je suis assez sensible à son travail. D'accord, je reconnais Dominique qui pose cette question, qui a aussi pas mal de talent dans la peinture. Et quelle est pour toi la différence entre l'écriture et la peinture? L'écriture, c'est tu laisses passer ton imagination à l'écrit. La peinture, c'est au pinceau. Qu'est-ce qui te plaît autant dans ces activités? Alors, je ne peins pas, hein. Personnellement, je peins très très mal. Mais l'écriture, ce que j'aime bien, c'est que ça permet d'aller au fond de soi-même et de se remettre constamment en question et aussi de se faire mal, d'aller au fond de ses retranchements, d'aller. Enfin, moi, je cherche à me faire mal, à aller au bout de ce que je peux donner, de ce que je peux être. Il y a des passages, j'ai beaucoup de mal parfois à les relire, à les retravailler parce que ça m'a remué. C'est presque cathartique. On se découvre. Je trouve que l'écriture permet de se découvrir profondément et Hmm. d'aller explorer peut-être des zones qu'on n'explorerait pas au quotidien, puisque c'est pas forcément des thématiques qu'on aborde tous les jours. Mais ça permet de se remettre en question, voilà, et de repousser ses limites. D'accord. Alors, on voit le bandeau qui défile en bas de cette page, hein, qu'on peut Mhm. retrouver ton site internet, hein, Ouais, www.julia-brandon.fr. On dit bien Brandon, hein, et non pas on Brandon. dit bien Brandon. Voilà, donc on peut retrouver toutes tes activités. Et puis j'ai vu aussi que tu avais un encart sur de la lecture immersive. Est-ce que tu peux nous en parler? On a mis ça en place pour la trilogie. Ça sera aussi sur Vita, mais on en parlera plus tard. On a développé, en fait, il y avait un projet de scénario au départ. Et donc, mon mari, qui est musicien, avait créé les musiques pour le scénario, donc du tome 1 des Passagers. Et on a retravaillé ces musiques pour en faire une lecture d'accompagnement de la lecture. Et donc, c'est une musique qu'on peut écouter quand on lit le bouquin. Et puis, c'est intéressant parce que ça reprend les personnalités des personnages. Parfois, ça peut être des extraits, ça peut être des chapitres entiers. Enfin, le but, c'est vraiment de retranscrire une atmosphère, voilà, une atmosphère ou une personnalité. Et après, à côté, donc on a travaillé les portraits des personnages en IA. On a travaillé aussi des frises chronologiques, puisque comme ça parle de voyage dans le temps, c'était important, je pense, que le lecteur puisse se repérer éventuellement pour pas être perdu. Voilà, il y a les fiches descriptives des personnages, mais enfin le point essentiel pour moi dans cette lecture immersive, c'est la musique, puisque je me souviens qu'il écrivait la musique pendant que moi j'écrivais. Et je lui disais tout le temps, mais ça correspond vachement bien à ce que je suis en train d'écrire. Et du coup, on se nourrissait mutuellement de nos ressentis. C'est-à-dire que lui, il pouvait m'influencer et moi, en lui racontant ce que j'écrivais, je pouvais l'influencer aussi. Et donc, c'était très intéressant, enfin, ce travail
en binôme était hyper intéressant. D'accord. Eh ben, écoute, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera effectivement du livre que tu vas venir nous présenter ce soir, Ouais, hein, Vita. Vika. Donc, on aura aussi la chronique de Sonia. Et d'ailleurs, il y a William Barnou qui nous dit donc bonsoir à tous. Je m'appelle Karine et j'ai eu le bonheur de rencontrer Julia Brandon lors de deux de ses passages promotionnels à Paris. J'ai lu les 2 premiers tomes de Je la l'adore. trilogie Evita, de magnifiques moments de lecture. Voilà, donc merci à vous, donc Merci Karine. Karine. Voilà. Je l'adore. Euh, Merci, merci. Merci à vous en tout cas. Fred Captain, si j'écorche pas le nom, qui est avec nous, bonsoir, qui nous dit Julia, avez-vous des auteurs ou autrices préférés? Ça dépend des périodes. Mais alors, ça dépend des périodes, ben oui, on évolue. Non, en ce moment, je suis très, très. J'aime beaucoup Éluard. Je sais pas pourquoi. Il me touche beaucoup. Et puis sinon, pour Vita, si on parle de Vita, euh, un auteur qui m'a beaucoup influencé, ça a été Luca Di Fulvio pour pour l'humain qu'il met dans tous ses personnages. En fait, il met une humanité dans toutes ses histoires, dans toutes ses personnalités. Et enfin, moi, j'ai beaucoup pleuré en le lisant parce qu'il nous fait rentrer vraiment dans l'âme des personnages. Et je trouve ça, moi, je trouve ça vertigineux. Je trouve que ce qu'il a fait est assez incroyable. Et j'ai pas trouvé depuis, parce qu'il est décédé, j'ai pas trouvé depuis un auteur qui me fasse voyager autant, et qui me fasse D'accord. vibrer autant. En fait, c'est surtout ça. Ouais, ce qu'on comprend, c'est que toi, ce que tu aimes dans la lecture, c'est voyager. C'est souvent la question du pourquoi on lit. Ah, Pour toi, c'est cette sensation de voyager. en fait, moi, je veux ressentir de l'émotion quand je lis. Et quand j'écris aussi. Et c'est ça que je cherche. C'est l'émotion dans l'écriture, l'émotion dans la lecture. Et si je ressens rien, je vais pas le lire. Voilà. Le but, c'est vraiment de me faire mal. Enfin, je dis souvent ça, mais oui, enfin, d'aller chercher profondément en soi des émotions qu'on ne laisserait pas naître au quotidien, parce que ça serait peut-être trop dur, ça serait peut-être trop lourd. Alors que là, quand on est seul face à un livre, eh ben, on a l'occasion de se laisser porter, de se laisser transcender par l'émotion. Et moi, souvent, mes enfants, ils me voient sangloter devant un livre, ils me disent, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis pas juste, je sais pas, quoi. Je suis dans l'histoire et je suis bien. Même si je pleure, je suis bien. Oui, je voyage, je suis transcendée, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Tu pleures facilement en lisant un livre? Plus Oui. facilement peut-être qu'en regardant un film? Je pleure aussi en regardant des films. Mais c'est vrai que les livres, il y a ce côté où on est seul face un film, il y a de la musique, il y a de l'action, ça va vite. Alors qu'un livre, on est devant notre page et puis on va rester un certain temps devant cette page. Et ça dure plus Oui. longtemps. Donc l'émotion monte peut-être plus facilement. C'est moins brut, c'est moins vif, mais ça monte lentement et puis ça atteint généralement des sommets, en tout cas chez moi. Tu as déjà connu le syndrome de la page blanche? Oui, oui, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, je me souviens, c'était pour le tome 1 des passagers, j'avais pas la solution. Et je me suis acharnée pendant 15 jours et je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. Tu la trouveras plus tard, la solution. C'est pas maintenant, c'est pas grave. Donc j'ai laissé de côté le projet. Puis c'est venu, à un moment donné, c'est venu. Et je me suis remis à écrire et ça a fonctionné. Hmm. J'essaye pas de le combattre, en fait. Je me dis, bon, c'est pas le moment. Ouais. Parce que tu fais un plan quand tu écris ou pas du tout? Parce qu'on dit souvent plutôt architecte, plutôt jardinier, Plutôt ou les jardinière. deux. Plutôt Non, non, jardinier. plutôt jardinière. Oui, j'ai quand même une idée, mais généralement, l'idée de départ, c'est jamais la fin. Donc, je me laisse porter. En fait, je me laisse porter par mes personnages. Et puis, ça dépend aussi de mon humeur. C'est-à-dire que, comme c'est assez instinctif, c'est ce que disait la chroniqueuse tout à l'heure, c'est assez viscéral. Donc, en fait, j'essaye de me laisser porter par mes émotions aussi et de, de, de transcrire en fait à l'écrit mes émotions. Je me mets à la place de mes personnages et je me dis moi, à la place de mes personnages, comment je réagirais. C'est souvent comme ça que j'écris. J'essaye vraiment de vivre, en tout cas de ressentir ce que mes personnages pourraient ressentir. D'accord. Donc Eh ben, c'est un écoute, peu au fil de. on reviendra sur les personnages tout à l'heure, mais effectivement, il y a une question intéressante de Laurent qui nous dit, donc bonsoir, vous Mhm. dites que l'on se découvre dans l'écriture, vous a-t-elle permis, donc l'écriture, de vous découvrir vous-même et même parfois de vous surprendre? Oui, totalement. Oui, 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 oui. Et ça m'a permis aussi de régler plein de choses personnelles en fait, où en fait on se délivre et, euh, et après ça va mieux. En fait, c'est vraiment une catharsis, c'est-à-dire que on se purge plus ou moins. Ça permet d'aborder des thèmes
des thèmes qui sont parfois durs, qui peuvent nous toucher profondément, et de les, pas de les sublimer, mais de les voir différemment, sachant que en tout cas, moi, ça m'a permis de changer mon regard sur certaines choses et de me dire, bah, ça, j'en suis capable ou ça, j'en suis pas capable. Et ça a remis certaines choses à sa place dans ma vie. Oui, ça, c'est vrai. Ça, C'est salvateur, en fait, l'écriture aussi, pour moi. ouais. Tu vas dire que comme souvent les auteurs nous disent, pour toi, l'écriture, des fois, ça peut être aussi sous forme de thérapie, d'évacuer Oui, ce qu'on ne peut pas dire à l'oral. Oui. oui, bien sûr. Alors, enfin, on s'adapte à son intrigue, hein, mais on parle pas d'une biographie, on s'adapte forcément à son intrigue, mais ça permet de mettre beaucoup de soi dans les personnages et du coup, c'est un petit peu comme un miroir, mais en même temps, on se protège puisque c'est pas nous. Il y a quand même cet écran du personnage qui permet de se protéger et en même temps de se donner beaucoup. Je sais pas si c'est très clair, mais, Ah, mais si, c'est très clair. mais Si, y a pas. voilà, c'est un espèce de vase communicant où le personnage me donne, je donne beaucoup au personnage et en fait, on se soigne mutuellement. Parce que je dis ça parce que mes personnages sont souvent torturés. Donc Oui, voilà. on en parlera dans quelques instants et Sonia confirme effectivement, je la vois secouer la tête. Sonia, je te fais intervenir dans quelques instants. Mais il y a Dominique qui demande qu'est-ce qui provoque chez vous l'idée d'une histoire, son sujet, nous demande Dominique. Euh, Ça dépend. Alors, ça dépend. Généralement, j'ai une phrase. Enfin, ça dépend quel bouquin. Alors, pour Les Passagers, j'ai eu la première phrase, qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Mais je l'ai écrite, et je me suis dit, ben, je vais le continuer. Donc, j'ai continué à écrire. Ça a donné le tome 1 des Passagers. Après, il y a eu le tome 2, le tome 3, mais du coup, c'était pas la même dynamique, puisque il y avait un plan, enfin, en tout cas, une intrigue à respecter. Pour Vita, ça a été une longue écriture, puisque j'ai mis 2 ans à l'écrire. Au départ, je sais pas d'où vient l'idée. En tout cas, l'univers, l'atmosphère. Juste avant, j'avais lu La jeune fille à la perle, qui est un bouquin que j'aime beaucoup. Un tableau que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, on retrouve ce tableau dans Vita, enfin, sous une autre forme, mais on retrouve son inspiration. Et j'avais lu aussi Le Parfum, il y a un moment. Et j'aime bien cette atmosphère. Et en fait, pour Vita, je suis vraiment partie de cette atmosphère. J'avais envie d'écrire quelque chose dans la même atmosphère, un peu moyenâgeuse, un peu marron, plein de bois, plein de. Vous voyez? Oui, Voilà, donc je suis vraiment partie d'une atmosphère. Pour Vita, je suis partie d'une atmosphère plus du. Et après, c'est allé tout seul. Et puis j'ai arrêté l'écriture pendant 2 ans. Je l'ai repris. Je l'ai reprise parce que j'ai eu l'idée d'un petit lien avec la trilogie. Et donc j'ai tout réécrit puisque j'ai changé d'époque. Du coup, j'ai fait un bond de 2000 ans en arrière pour réécrire totalement Vita pour l'adapter en fait à la trilogie. Voilà. eh ben, Mais ça se écoute, retrouve. Enfin, ce lien se retrouve sur les 20 dernières pages. C'est une histoire à part entière, Vita. Mais pour ceux qui ont lu la trilogie, enfin, ou que ça intéresse, il y a un petit lien sur les quelques derniers mots avec la trilogie. d'accord, bah, on va écouter Sonia dans quelques instants. Mais il y a une question, bon, on va dire assez rigolote, donc de Laurent, qui nous dit, on dit d'un bon jardinier qu'il a la main verte. Bon, en tant qu'auteur jardinière, Ouais. est-ce qu'on peut dire que vous avez la plume verte? J'ai sûrement plus la plume verte que la main verte. Je peux tout simplifier. Chez moi, toutes les plantes meurent. Mais je sais pas si j'ai la main verte. En tout cas, je peux écrire beaucoup en peu de temps, mais je peux aussi ne pas écrire pendant un moment parce que c'est pas le moment, parce que j'ai pas envie, parce que je suis pas prête en fait. Là, j'ai un livre en suspens, j'ai fini de le corriger, je suis pas prête de le corriger sur le papier, je suis pas prête encore à le corriger sur l'ordi. Donc je Oui. vais le laisser mûrir. Voilà, il y a pas de. Oui, il y a des périodes où j'écris beaucoup et il y a des périodes où non, j'écris pas. Mais c'est toujours dans un coin de ma tête. Mais c'est pas, j'ai pas envie de le mettre sur le papier. En fait. D'accord. Parce que tu écris tes livres à la main, si je comprends bien? Je les corrige à la main. Ah oui, Je d'accord. les Ok. tape à l'ordi. Et après, je les corrige. Non, jamais de la vie. Non, je ne suis pas comme Amélie Mouton. Mais je trouve ça Oui, très courageux c'est quand vrai même. qu'elle le fait. C'est vrai Effectivement. qu'elle le fait. Mais Il y a quelqu'un qui est avec nous, qui te salue, crier wesh, si j'écorche pas le nom, qui dit salut maman. oh, Voilà. ben ça doit être ma fille ou mon Ah, voilà. fils. Bonsoir, Eh ravi, on ben rappelle. salut. Hein. Bonsoir. Eh Donc, on ben rappelle que fabuleux. tu es avec Bonsoir. nous pour nous présenter ce livre Vita, donc aux éditions des auteurs des livres. Donc, on voit Julia Brandon, la plume marseillaise de l'année. Qu'est-ce que ça te fait d'être plume marseillaise de l'année? Parce que, C'est pas mon idée. C'est l'idée de l'éditeur. j'imagine. Voilà. Non, non, c'est bien. Non, c'est bien. C'est un peu intimidant quand même. Mais
mais faut jouer le jeu, faut jouer le jeu. Après, c'est pas de moi de me donner un titre et puis de me mettre en avant comme ça, mais c'est chouette. C'est chouette, c'est Ah une belle bah oui. opportunité, c'est une belle occasion. Non, non, c'est super. Après, voilà, j'ai eu un peu de mal. Au début, j'ai eu un peu de mal. Mais là, ça va mieux, je l'accepte. Eh ben écoute, vu qu'on est sur Vita, avant de regarder la bande-annonce de ce livre, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du synopsis? De quoi parle ce livre et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire, celui-ci? Vita, c'est un thriller psychologique, on va dire, qui est fondé sur ouais, les personnages dysfonctionnent tous un petit peu, et c'est fondé sur les interactions de ces personnages qui dysfonctionnent tous à leur manière. Il y a un petit peu de fantastique parce que le fantastique, pour moi, c'est un outil plus qu'un univers que je lis. J'en lis un petit peu, mais j'en lis pas beaucoup. Et c'est juste que c'est un outil qui me permet d'écrire mon histoire, en fait, de transcender la réalité, d'aller plus loin que ce que la réalité me permet. Donc, il y a un petit peu de fantastique, mais pas beaucoup. Mais pour moi, Vita, c'est avant tout une histoire d'amour entre Christ, qui est un peintre, et Automne, qui est une jeune fille qui a 16 ans. Et même si l'histoire d'amour, on la retrouve que sur la fin, finalement, de Vita, pour moi, elle fait toute l'histoire. Le reste, c'est presque du contexte, si vous voulez. C'est, non, mais ça a une part importante quand même. Je suis bien consciente que ça fait 150 pages sur 200. Mais pour moi, toute l'histoire est sur les 50 dernières pages. Voilà. Eh ben écoute, en tout cas, merci pour cette présentation. Et on salue aussi Nicole Rissi-Cossade qui est avec nous. Donc, Ah, coucou maman, Bérénice. Voilà, oui, bonsoir à voilà. vous. Eh ben écoute, ce que je te propose avant de recevoir Sonia, c'est de regarder la bande-annonce de ce livre et ensuite on accueillera Sonia. Vita de Julia Brandon. Donc, on voit quand même, tu as eu des retours de 20 minutes de France Bleu Provence, qui s'appelle maintenant Ici Provence. C'est quand même, oui, effectivement, la plume de l'année marseillaise 2024. Oui, c'est génial. Non, non, c'est génial. C'est génial de vivre tout ça, mais c'est vrai que je m'y attendais pas. Mais voilà, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a cru en moi. Et du coup, tout est parti de là. Et je C'est pense qu'il faut un important, hein. peu de chance aussi. C'est très important. Voilà. Et donc, oui. Non, c'est un chouette cadeau. Voilà, je suis un Ouais, peu et émue. puis, c'est Non, non, eh c'est ben, super. c'est surtout mérité et Sonia va nous le démontrer tout de C'est suite. gentil. Alors, ma chère Sonia, on le rappelle, tu as lu donc ce livre, Vita, donc de Mhm. Julia. Nous t'écoutons. Très bien. Alors, Automne, jeune fille de 16 ans, devient le souffre-douleur de son frère quand sa mère décède. Lui qui fait rentrer l'argent, lui qui peint pour un maître inconnu, qui lui demande des toiles étranges, lui qui martyrise, lui qui viole, lui qui tue. Comment ne pas vouloir s'enfuir quand on subit le pire? La première fois qu'elle le fait, elle rencontre Silas, détient la magie de l'eau et qui reçoit d'étranges objets qui intriguent Automne. Malheureusement, pour la jeune fille, cette escapade ne durera pas très longtemps. Jonas continue de peindre, lui qui détient la magie de la peinture, fait subir avec son pinceau de plus en plus de tortures. Psychologiquement et physiquement en danger, Automne va tout faire pour s'échapper de nouveau. S'ensuit alors une quête vers la vérité, une chasse à l'homme, car Automne décide de se mettre à la recherche de ce maître, de cet homme qui commande l'étoile à son frère Jonas. Parviendra-t-elle à le retrouver? Parviendra-t-elle surtout à rester en vie assez longtemps pour aider l'homme qui la désire et qu'elle apprend à aimer en retour? Avec toute l'horreur que subissent Automne, Julia réussit malgré tout à glisser à travers les pages de son roman de l'amitié, de la tendresse et beaucoup d'amour. Certes, amour, parfois sens unique, voire même carrément impossible. En lisant ce court roman, on plonge dans le désespoir, dans la résilience, dans l'espoir, et on rêve en la magie de l'amour. On se prend d'affection pour Automne, on déteste par-dessus tout Jonas, on a envie d'aider tous les protagonistes qui savent si bien entourer Automne.
Un roman étonnant et prenant. Ne pas trop en dire pour ne rien dévoiler est un exercice plus que compliqué avec ce livre et j'espère que Julia ne m'en tiendra pas rigueur. Attention toutefois à ne pas le mettre entre toutes les mains, au vu des scènes de torture et autres violences décrites. Je vous laisse le soin d'ouvrir la première page de cette histoire magique et d'en ressortir indemne. Merci beaucoup, Sonia, pour la chronique de ce livre, Vita. Merci Sonia. Avec plaisir. J'ai adoré Automne et j'ai adoré détester Jonas. Oui, c'est normal. Voilà, non, c'est une histoire fantastique en fait. Et c'est vrai que moi qui ai l'habitude de ne pas lire les quatrièmes de couverture, et parce que je ne veux pas être influencée ou quoi que ce soit, je ne veux pas connaître le style de l'histoire, et je suis rentrée dedans, mais voilà, quoi, c'était dès le début, de toute façon, on est marqué par la suite du livre, je vais dire. Tu parles souvent, Sonia, de la physionomie des personnages. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les personnages? Eh ben, c'est vrai qu'on les imagine, les descriptions sont très bien faites, et même s'il n'y a pas beaucoup de descriptions sur certains, on arrive à les imaginer en fait, rien qu'à leur façon d'être, leur façon de faire et leur façon de dire les choses dans le livre. Et c'est vrai qu'ils prennent même tous les protagonistes, il n'y a pas un seul qui prend plus de place que l'autre, même si Automne en fait est la principale en fait intéressée du livre. Et c'est vrai, ils ont tous leur place et ils ont tous ils ont bien leur moment à eux et il n'y en a pas un qui écrase l'autre plus que ça. Eh ben, merci beaucoup. Julia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à la chronique de Sonia? Non, j'aime bien l'idée que justement le lecteur puisse se faire sa propre image des personnages. J'ai pas voulu trop en dire parce que j'aime bien, enfin moi aussi en tant que lectrice, j'aime bien imaginer le personnage à ma façon. Donc c'est vrai qu'ils sont pas tous décrits de façon égale, mais voilà, j'ai mis quelques éléments qui permettent, en tout cas je l'espère, qui permettent au lecteur de créer sa propre image. Voilà. Et je voulais rebondir sur tout à l'heure, pardon, je te coupe, juste Non, rebondir avant sur le fait de pleurer en lisant. Et moi, on me le dit souvent parce que je pleure énormément aussi. Et on me dit, mais pourquoi tu t'affliges des lectures si c'est pour pleurer? J'ai droit à la même chose. Donc voilà, donc je compatis. Voilà. Mais si on vibre pas, ça n'a aucun intérêt pour moi. Exactement. Voilà. Eh ben écoute, merci en tout cas à toutes les deux. Et on salue aussi Raphaël Brandon qui nous dit coucou maman Sacha. Voilà, il y a toute la famille. Voilà, il est là. Je les ai merci à vous. Ils sont là quand même. Justement, puisqu'on voit que ta famille est là, est-ce que ta famille aussi peut être source d'inspiration et comment ils ont accueilli le fait que maman et la compagne écrivent et deviennent écrivaines? Alors, les enfants sont très contents puisque du coup, je suis à la maison. Donc, avec eux. Donc ça, c'est chouette parce que ça permet de passer du temps avec eux. Je crois qu'ils m'ont toujours vu plus ou moins écrire, enfin en tout cas depuis qu'ils sont assez grands. Donc ça fait partie du quotidien. Là, ça bouge un petit peu plus avec Vita pour la trilogie quand même. Il se passe plus d'événements, plus de choses. Mais ils le prennent bien. Non, en fait, ils ont pas le choix. Et puis c'est rigolo parce que ma fille, du coup, elle s'est mise à écrire. Donc elle écrit beaucoup. Et c'est intéressant. Ouais, non, c'est intéressant d'échanger avec eux aussi sur. Du coup, c'est un thème qui nous rapproche avec ma fille particulièrement. C'est chouette. Ouais, vous lisez beaucoup dans la famille? Oui, on lit beaucoup. Alors ça dépend, parce que moi j'ai un ado, donc du coup, les ados ne lisent plus. Mais je bataille un peu, mais non, mais ça reviendra. Il ne faut pas les forcer. Je pense qu'il faut qu'ils attendent la bonne lecture. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à lire. C'est une fois que je suis tombée sur le bon livre. Ça m'a donné le coup de la lecture. Là, je pense qu'il n'en est pas encore là. C'est pas grave, ça viendra un jour ou l'autre. Mais en tout cas, ils ont accès. Ils ont accès aux livres, ils ont accès à la culture, et ça, c'est important. C'est important de leur donner accès à tout ça. Et il y avait déjà des auteurs dans ta famille pour que toi, tu décides aussi, dès ton plus jeune âge, à te lancer dans l'écriture comme ça? Non, pas du tout. Non. C'est vrai que je sais pas. Pardon. Vas-y. Non, je t'écoute, non. Non, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient, mais je suis la première, je crois. Enfin, après, il y a des gens qui ont sûrement écrit pour leur plaisir, mais qui en a fait son métier, je pense que je suis la première. Ouais. Parce que c'est vrai que Séraphine nous le disait tout à l'heure, et on aura l'occasion tout à l'heure avec la question de l'invité, mais c'est vrai que tu as commencé à écrire jeune, tu as écrit des nouvelles, tu as été repéré très vite. Enfin, c'est de se dire, s'il n'y avait pas justement d'expérience avant, comment tu peux expliquer cette façon de te lancer dans l'écriture si jeune?
C'était en moi. Je crois que c'était en moi. Je crois que ça fait partie de moi et que je sais pas. Ça a été naturel. J'ai pas tout le temps écrit. Il y a eu des périodes où j'ai pas écrit. Mais je savais que ça reviendrait. Par contre, je savais qu'un jour ou l'autre, je m'y remettrais. Je me souviens, voilà, de Jean-Marc Dabadi, chez qui j'avais fait un stage à Actes Sud, aux Impôts Nationales à Paris, et qui avait lu mes nouvelles et qui m'avait dit, Julia, vous devez continuer à écrire. Et je crois que j'ai toujours eu sa voix. Et le tome 1 des Passagers, je l'ai pas écrit pour lui, mais c'était une façon peut-être de le remercier aussi. Puisque, puisque c'est lui, j'avais toujours sa voix. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, oui, mais s'il a cru en moi, c'est pas pour rien. Et, euh, et voilà. Et non, je pense que c'était en moi. Je pense que ça fait partie de moi. Je sais pas. Je sais pas. Je suis née comme ça. Eh ben, en tout cas, tu es bien né, en tout cas. Donc, on le rappelle que tu es avec nous. Donc, pour ce livre. L'écriture s'est penchée sur le verso de Julia. C'est ça. Oh. Sonia est devenue poète aussi ce soir. Ouais, c'est vendredi soir. Bah, tiens, si je le disais. Donc, on le rappelle, donc, tu es avec nous pour ce livre Vita aux éditions des auteurs des livres. Et on rappelle, effectivement, on va écouter l'extrait de Marie, mais qu'on peut retrouver à l'ensemble des émissions le mercredi et le vendredi à 19h30. Vous flashez ce QR code, vous pouvez les voir en direct, donc le mercredi et le vendredi à 19h30, et revoir toutes les rediffusions. Et voilà, et on passe à chaque fois un très bon moment. Et encore une fois, merci à toi, Julia, d'avoir accepté notre invitation. Ce que je vous propose, c'est, bon, avec grand plaisir, c'est d'écouter donc l'extrait de Marie. Marie Méran présente un roman de Julia Brandon, Vita, aux éditions des auteurs et des livres. Dans son dos, Automne se sent étonnamment en sécurité. Demeurée accroupie aux pieds de Christ, elle profite de son invisibilité pour le décrypter. Son visage est sillonné de rides profondes qui sont plus la marque du tourment que de la vieillesse. Ses yeux creusés sont d'une tristesse infinie. Son nez long est à peine aquilin. Sa peau ambrée, comme s'il avait récemment pris le soleil. Ses cheveux dorés, longs et ondulés, caressent ses épaules. Posé sur les accoudoirs du fauteuil, ses bras ressemblent à des souches de bois carbonisées desquelles tombe une poussière fine et noire. Automne n'est ni dégoûtée ni fascinée par cette maladie étrange. Non, elle est captivée par l'homme tout entier. Le parfum sur mesure voyage peu à peu jusqu'à lui et envahit ses narines. Christ ne le reconnaît pas et aussitôt il comprend. Elle est tout près. En tout cas, suffisamment près pour qu'il puisse sentir son odeur. S'il tend la main, il la touchera sûrement, à moins qu'elle ne soit trop loin, à moins qu'elle ne recule de dégoût. À quoi ressemble-t-il, sinon à un monstre? Qui voudrait bien de lui? Cette fille qu'il ne voit pas, mais qu'il sait pourtant si belle. Certainement pas. Pourtant, il doit la toucher. Il veut savoir où elle est. Il en a besoin. Il la regarde sans la voir, la ressent quelque part. Il sait qu'elle n'est pas loin. Alors, il lève son bras cendré dans une douleur contenue et le tend au milieu du vide. Il tâtonne quelques instants et finit par rencontrer une résistance. Mais que touche-t-il exactement? Sa sensibilité est presque morte. Il sait simplement qu'elle est là, tout près de lui, et qu'elle ne recule pas. La boule, au fond de ses entrailles, se met à fondre. De son côté, les lèvres fébriles d'Automne s'étirent. Ses yeux s'embuent. Le bras de Christ est posé sur sa tête. Levant les yeux vers lui, elle est saisie par sa beauté. Il la transperce, la bouleverse, la transporte. Cet homme, qui l'a pourtant torturée par procuration, dégage une rare humanité et un désespoir viscéral. Elle, qui ne le connaissait pas il y a quelques minutes encore, est absorbée tout entière par cet être magnifique. Autour d'eux, le temps semble s'arrêter. Alors que Glenn frappe plusieurs fois le visage d'Ados, lui rappelant que Christ ne souhaitait laisser entrer personne
pas même Jonas, leurs cris ne parviennent plus aux oreilles du couple. La violence qui grandit autour d'eux demeure une étrangère. Dans ce face-à-face d'une étrange puissance, ils sont tous les deux coupés du monde. Plus rien d'autre n'existe que cette bulle qu'ils viennent de créer. La grandiosité de leur rencontre transcende la demoiselle, et l'évidence implacable qu'elle ne l'abandonnera jamais éclot en elle comme une fleur de printemps. Délicatement, elle saisit la main disparue de Christ et la serre dans les siennes. Cette sensation de bois qui tombe en cendres aurait pu la dégoûter, mais ce n'est pas le cas. Elle l'aime déjà. Voilà donc pour l'extrait de Marie Méran de ce livre Vita de Julien Brandon, donc un ouvrage poignant qui explore une histoire d'amour et de rédemption. Qu'est-ce que ça te fait, Julia, d'entendre ton livre en audio, même si tu as eu l'habitude d'entendre déjà tes livres en audio? C'est très émouvant. Non, ce passage est très émouvant parce que pour moi, c'est là que tout commence dans le livre. Donc, ça me transperce un peu. Ça me bouleverse un peu, j'avoue. Non, merci. Bah, merci à toi. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi qui... Je crois que ouais, c'est la première fois où je ferme les yeux pour écouter Marie. Parce que d'habitude, je l'écoute, je suis toujours à fond. Et là, je me suis sentie obligée de fermer les yeux et je revoyais toute la scène. Et c'est après que j'en ai beaucoup voulu, en fait, à Julia en lisant le livre. Pourquoi? Je peux l'avouer. Bah non, je m'attendais pas à la fin et tout. Et du coup, voilà, je vous en ai beaucoup voulu, en fait. Voilà. Oui. Oui. Non, mais quand même, il y a de l'espoir dans la fin. Il y a de Voilà, l'espoir mais dans la bon, fin. voilà, ouais. Mais c'est vrai que là, l'extrait de Marie, c'est les yeux fermés et Ouais. tout, et je replonge dans le livre. Voilà, bah, effectivement, on remercie Marie Méran, on rappelle comédienne donc de l'émission, qu'on salue et qu'on embrasse très fort. Il y a Dominique Guénin qui nous pose une question, qui nous dit: vous avez la chance de pouvoir vivre de votre plume, je crois. Que pensez-vous de l'auto-édition? Y avez-vous pensé avant d'être édité par une maison d'édition? Parce qu'on rappelle que tu es édité par des auteurs des livres, qui est donc à La Ciotat. J'y ai pensé, mais j'avais quand même envie de tenter l'expérience d'une vraie maison d'édition. Et puis voilà, j'ai eu la chance je le disais tout à l'heure, de rencontrer quelqu'un qui a cru en moi. Donc ça, voilà, je suis pas allée plus loin parce que j'aime l'équipe avec laquelle je travaille, j'aime l'émulation qu'il y a autour des projets qu'on arrive à monter. Donc j'y ai pensé, mais c'est pas pour moi, en tout cas pas maintenant. D'accord. Et est-ce que pour tes futurs projets, est-ce que tu en as déjà et comment tu vois tes futurs livres? Est-ce que ce sera plutôt édité en auto-édition? Est-ce que tu resteras toujours dans la même maison d'édition? Moi, si je peux rester à vie dans cette maison d'édition, je resterai à vie dans cette maison d'édition. Parce que j'aime beaucoup l'équipe. Oui, il y a un projet, il y a un livre qui est quasiment fini, c'est celui dont je parlais au début, qui s'appelle Sous ma peau, et je renoue avec ce que je faisais quand j'étais enfant, c'est-à-dire que je joue beaucoup sur la typo. C'est en fonction du passage du livre, il y a une typo différente puisque c'est plusieurs histoires qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Et c'est rigolo parce que je me revois à 7 ans en train de créer une typo pour chaque personnage, une couleur pour chaque personnage. Et je retrouve ce plaisir-là de construire les pages. Enfin, parce que normalement, quand on écrit, tout est pareil. Et là, vraiment, j'inclus comment on appelle ça? Des tableaux, voir des photos, voilà. Donc c'est un autre travail, c'est assez rigolo de retomber là-dedans. En fait, ça me plaît. Et il sortira, je sais pas quand. Il n'est pas fini de toute façon, il n'y a pas de date, donc peut-être l'année prochaine. Voilà. Chez deux auteurs des livres, ça fonctionne encore. Et bon, en tout cas, on a vu effectivement qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Voilà, on le voit à l'écran, mais on rappelle aussi qu'on peut retrouver toute ton actualité donc sur ton site internet Julia Brandon, donc www.julia-du6brandon.fr. Ça m'a toujours fait rire ça, -du6-du8. Voilà. Il n'y a que toi qui le dis. On met des petits tirets, puis les gens ils se débrouillent après. Ça marche pas. Moi, c'est à force c'est au boulot, à force de le dire. Lequel, le 8 ou le 6? Oh, le petit du milieu, tiré du 6. Oui, bah voilà. Bon. Bref.
Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pas pour l'instant. C'est un plaisir Pas- d'écouter Julia, en tout cas. Non, mais exactement. Voilà, Julia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sinon, ben, je te propose d'écouter la question donc, de notre chère amie Johanna qui était avec nous là mercredi. Allez, écoutons la question de Johanna de mercredi. Allez, écoutons la question de Johanna. Alors, la question de l'invité, pour ceux qui sont avec nous ce soir et qui n'ont pas encore vu cette émission, nous avons reçu donc ce mercredi Johanna Gustafsson, édité chez Calman Levy pour son livre Les morsures du silence. Et on lui a demandé, on reçoit Julia Brandon pour son livre Vita, quelle serait la question que tu as envie de lui poser? Et ben voici sa question. Eh bien, moi, ce qui m'a émerveillée en lisant, la vie et le parcours de Julia, c'est de lire que elle avait écrit, Julia, tu as écrit un roman à 7 ans, et je trouve ça absolument fou, beau. J'imagine, j'ai des jumeaux, moi, qui ont 7 ans, et je peux dire qu'ils n'écriraient pas de roman. Donc, je me dis, mais quelle imagination, quelle personnalité formidable. Et donc, j'ai envie d'en savoir plus sur ce roman. J'ai envie d'en connaître l'histoire. Donc, voilà, c'est ma question. Voilà donc pour la question de Johanna Gustafsson. Eh ben, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre, Julia? C'était absurde. Bon, c'est un peu logique, j'étais jeune. Non, c'était l'histoire d'un nid de dinosaures qui voyageait sur un tapis volant. On se moque pas. Et Ben non, moi à un j'adore moment les donné, dinosaures. à un moment donné, il Rien, croise un pingouin et puis le pingouin pour poser une question et puis chaque question commençait par une lettre de l'alphabet. Donc je me souviens que ça avait été quand même assez compliqué. Et j'avais joué, c'est dans ce roman-là. Oui, idée bizarre. Le W, c'était compliqué. Mais je sais plus ce que j'avais mis, mais c'était rigolo parce que là, c'est dans ce roman-là que je jouais sur la typo. Et où, voilà, chaque question, elle était posée à un œuf particulier, donc du coup, elle avait une typo particulière. Enfin bref. Donc voilà, c'était ça l'histoire. Et le nid était dans le désert, voilà, sur une dune. Et il parlait. Voilà. C'était quand même assez imaginatif. Oui, oui, bon, on retrouve un peu de fantastique quand même. Donc du coup, Bah oui, ça devait me correspondre dès le départ, en fait. d'accord. Et on peut la retrouver quelque part, ce livre ou... Sur une vieille disquette, sûrement quelque part chez moi, mais non. Alors, avant de Non, non. trouver un PC qui lira une disquette aujourd'hui, je pense que c'est plus ça le Voilà, plus je crois que difficile c'est en fait. fini. Ouais. Je Ouais, crois t'as que c'est jamais fini. pensé, Mais c'est pas grave. t'as Peut-être jamais chez les pensé dinosaures, peut-être hein. d'éditer? Peut-être chez les dinosaures, ils ont peut-être encore un ordinateur à disquette. Ouais, bah ça Ma c'est. mère doit l'avoir peut-être, hein. Mais moi, je l'ai pas, en tout cas. Bah, moi, je serais bien curieux, curieux de la lire, effectivement, parce que je me dis, bon, hormis le fait qu'effectivement, je pense que ça doit être assez, pas ironique, c'est peut-être pas le terme, mais de dire, voilà, que tu avais 7 ans, que tu as eu l'imagination et tu l'as mis sur papier, moi, déjà, à Ouais. 36 ans, je peux pas le faire, déjà. Donc, j'imagine que toi, à 7 ans, donc, je serais bien curieux de la lire, si on a l'occasion un jour de quelque part. Ah Faut que je non, trouve un PC à mais c'est disquette, chouette, quoi. c'est ça. Ah, mais c'est chouette, je me revois dans le cabinet de ma mère en train de corriger. J'avais posé sur les genoux et puis j'avais posé les feuilles sur une chaise et puis je corrigeais vraiment comme je fais aujourd'hui, en fait. Et je me dis, c'est rigolo. J'avais ce réflexe-là à 7 ans. Enfin, Ouais. j'ai pas trop changé, en fait. Et est-ce que tu l'as relu aujourd'hui avec l'expérience que tu as? Non. Non, Non. mais j'aimerais bien. J'ai relu, par contre, les nouvelles que j'avais écrites quand j'étais ado. Et oui, bon, voilà, c'est quand même assez immature, mais je me retrouve quand même. Je me retrouve dans l'écriture. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de l'ordre de la sensibilité quand même qu'il y avait déjà à cette époque-là, que j'ai beaucoup plus travaillé aujourd'hui, mais je me retrouve, même si c'est immature, je me retrouve quand même dedans. Je dirais pas immature, mais je sens quand tu en parles, tu vois, quand tu parles de la nouvelle que tu as écrite ou du roman du dinosaure sur son tapis roulant qui rencontre un pingouin, enfin, tu en parles avec, voilà, avec spontanéité, on va dire, ça te fait plaisir. En fait, t'écris presque pour le Avec plaisir passion. aujourd'hui, Avec passion. Oui, avec passion. oui, oui, j'écris pour le plaisir. Si ça me fait pas plaisir, j'écrirai pas. Et j'écris pour moi parce que ça me fait du bien. Et alors le but aussi, c'est que ça plaise au lecteur, mais au départ, c'est quand même un plaisir, oui. C'est mon bonheur, c'est ma bulle. Donc Ouais, il faut la préserver, voilà. Peu ouais. importe Et le ben en stade tout où cas, on en est, mais voilà.
Pardon. Eh ben, je remercie ton fils, en tout cas, si j'ai bien compris, parce qu'il dit qu'il a un Ah. ordinateur à disquette à la maison, lui. Donc voilà. Formidable. Ah oui, c'est Donc, possible en plus. Bon, bah, j'essaierai de la retrouver alors. ah bah. Attention, tout ce qui est dit dans cette émission, on est obligé de tenir parole, hein. C'est enregistré, on est en D'accord. direct, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Puis on n'habite pas loin d'un place, donc on le fera, promis. Avec grand plaisir. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, sur la plume de Julia, moi je lui ai dit que la plume de Julia, elle est aussi poétique qu'elle est acérée comme le pinceau de Jonas. Parce que il y a des phrases très poétiques et d'un coup, pof, il y a le coup de pinceau, comme on va dire, parce qu'il faut lire le livre pour savoir, pour voir de quoi je parle. Ouais. Il y a le coup de pinceau de Jonas, en fait, qui arrive et on s'y attend pas. Et donc, du coup, la plume, elle est vraiment à double sens, on va dire. Écoute, en tout cas, merci à toi pour ce commentaire. Et je rappelle effectivement qu'on l'a vu que tu es avec nous pour ce livre Vita, plume marseillaise de l'année. J'aime bien le dire parce que c'est quand même un titre qu'il faut le dire. Et puis c'est une fierté Ouais. de le dire. Édité chez des auteurs des livres. Et puisque je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent, c'est juste de revoir la bande-annonce, puisqu'on comme Bien ça, en plus avec les petits commentaires. Donc on la regarde. Voilà. Voilà, Vita retrouvée, comme c'est marqué, dans toutes les bonnes librairies. Donc, merci en tout cas. Et William, qui est avec nous, qui nous dit cela pourrait faire un livre pour enfants, ce serait chouette. Donc là, il revient, je pense, sur le dinosaure. Oui, le dinosaure peut-être. Il faudrait que... Oui, Vita Non, un mais peu moins, pourquoi je pas? pense Non, pas. Vita pas trop. Non, je crois pas. Mais non, mais pourquoi pas? Mais il faudrait que je le retrouve. Il faudrait que je le retrouve et que je le retravaille. Mais c'est possible que ça donne quelque chose. Mais Tu vois. il faudrait que j'arrive à le retranscrire. Voilà, surtout. Aussi bien, il y a un projet qui est né ce soir dans cette émission, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. C'est un Il y a petit eu les bébé On entre joue à l'encre et des- les mots. Quoi? C'est un petit bébé entre l'encre et les mots. Eh bah Ça, tiens, c'est pas si. dans les émissions, voilà, ils se rencontrent et tout ça, puis après il y a bébé sur le nom de l'émission. Voilà. Voilà. Je joue à les BD de ma fille et c'est bon, on y est. On a deux bouquins. Et ben voilà, en tout cas, moi je suis impatient de le lire. Donc en tout cas, voilà, donc tu as répondu à la question de Johanna, hein, qui on le rappelle était avec nous ce mercredi pour nous présenter Les Morsures du silence aux éditions Calman Lévy. Et là, ce mercredi, nous recevrons donc Romain Puertolas, qui viendra donc nous présenter donc son livre, on le voit à l'écran, qui est ici, voilà. Donc, comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès aux éditions Albin Michel. Voilà, donc encore un livre à découvrir. On va poser la question dans quelques instants à Sonia, ce qu'elle a pensé de ce livre. Mais Julia, j'allais t'appeler Sonia. Julia, quelle serait ta question à Romain Puertolas? Alors, j'ai vu qu'il était policier et je sais, pour avoir des personnes qui travaillent dans le milieu médical aussi, que parfois il y a certaines histoires qui paraissent totalement absurdes et invraisemblables alors que c'est la réalité pure. Et je me demandais si dans le milieu, donc du coup, policier, la réalité peut parfois dépasser la fiction, mais est-ce que pour écrire un roman, on est obligé d'arrondir les angles pour faire une histoire vraisemblable? Parce que je sais qu'il y a des choses qui peuvent être absolument dingues, on a du mal à croire, mais qui sont vraies. Est-ce qu'il a arrondi les angles dans son roman ou est-ce qu'il a dit la stricte vérité, j'ai envie de dire? Eh ben écoute, merci à toi. Donc on le rappelle, on lui posera cette question, enfin on lui diffusera cette question. Donc ce mercredi 12 mars avec Romain Puertolas, voilà un auteur à découvrir, en plus qui est très sympathique. On aura l'occasion de le voir. Et toi Sonia, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur ce livre? Bon, d'habitude je pose la question en fin d'émission, mais j'ai envie que tu le dises Là, maintenant. il est étonnant et je dois avouer que j'ai beaucoup ri au début. Bon après on se calme, hein, mais c'est vrai que le début, il est percutant et franchement je m'y attendais pas du tout. Voilà, et ben en tout cas, de voir le titre et tout ça, je rigole parce que je revois le truc et donc voilà. Ouais, c'est vrai que tu m'as envoyé un message vocal en plus pour me le dire, effectivement. Voilà. Donc Romain Puertolas, comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès à découvrir donc ce mercredi
à 19h30, donc sur cette même chaîne si vous êtes sur YouTube ou sur cette page si vous êtes sur Facebook. Voilà, et ben en tout cas, merci beaucoup Julia. Ce que je te propose, c'est d'accueillir notre chère amie, la grilleuse, comme on dit. Bonsoir Séraphine. La barbecueuse. La barbecueuse. Oui, parce que c'est vrai que Julia, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu l'as peut-être entendu dans la précédente émission. Séraphine, c'est la spécialiste de mettre les auteurs sur le grill. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu. On a fait le tour de Marseille et tout ça, et les Sortez les alentours. chamallows. Sortez les Voilà, chamallows. J'arrive. Voilà, donc te propose, Séraphine, de lancer ton jingle et ensuite nous t'écouterons. Alors on rappelle que Séraphine, comme on dit, c'est la grilleuse qui est en coulisses, qui prend des notes, qui écoute l'auteur attentivement, qui fait des recherches. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire vite fait avant de te laisser la parole sur la personnalité de Julia par rapport à ce que tu nous as dit au début? Mais en fait, je voudrais surtout rebondir sur l'idée là du livre pour enfants parce que c'est tout de suite ce à quoi j'ai pensé quand tu as parlé du dinosaure, enfin du contexte de l'histoire. Je me suis dit: «Mais avec ta plume et avec la justement les émotions et la douceur que tu es capable quand même de mettre, la poésie que tu es capable de mettre, dedans, ça pourrait vraiment faire un livre pour enfants, terrible». Surtout qu'en plus tu dis que ta fille se lance dans la BD. Tu imagines une BD à 4 mains, Oui, je le vois ça serait vraiment pas mal. très, très bien. Ah oui, je le vois vraiment super bien. Parce que le et puis ce serait le chouette flambeau, quoi. Que l'enfant, finalement travaille avec sa propre enfant parce que tu as une façon de pétiller quand tu parles de cette période-là, quand tu parles de l'enfant que tu étais, que du coup, voilà, j'ai envie qu'on en parle un peu plus. Eh ben écoute, Bon, je vais Séraphine, lire avec l'idée, j'ai compris. Allez, avec Sonia, nous on part en coulisses et puis nous t'écoutons. Bah, justement, je vais commencer par la petite fille, par la petite Julia. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qui lui manquait dans sa vie pour qu'elle s'évade comme ça dans des histoires aussi incroyables et aussi fournies aussi fournies? Tous les détails que tu as donnés, il y avait énormément de choses qui étaient déjà vachement construites. Donc qu'est-ce qu'elle, qu'est enfin, qu'est-ce qui l'ennuyait dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle cherchait à combler pour se pour se lancer comme ça dans une saga incroyable? J'ai toujours été très, très, très solitaire. En fait, je me suis sentie très seule quand même, longtemps. Heu, J'avais très peu d'amis. Non, je pense qu'en fait, voilà, j'avais peu d'amis parce que j'étais très grande, même en primaire, voilà, j'étais très grande, enfin, j'étais pas ouais, j'étais presque un peu le vilain petit canard. Puis au collège, aussi. La période collège, ça a été quand même très, très dur et je crois que l'écriture, ça m'a un peu sauvée aussi. Ça m'a permis oui, de me retrouver, puis ça m'a fait du bien et ça m'a peut-être évité de trop me perdre aussi. Mmh. Ça m'a permis d'évacuer plein de choses, en fait. C'est très thérapeutique. Enfin, cette période-là a été, je crois, très thérapeutique dans l'écriture et après, bon, c'est devenu un plaisir. J'ai écrit pour moi, mais il y a eu une période où oui, c'était vraiment pour me faire du bien, voilà, Oui. pour aller mieux. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce que tu expliquais, le fait que ce soit finalement thérapeutique, que ce soit autothérapeutique, de pouvoir, du coup, passer par tes personnages pour comprendre des choses. Est-ce que tu t'en servais aussi pour leur faire dire des choses qui étaient Oui, compliquées pour toi? forcément. Oui, oui, forcément. Après, bah, je pense que c'est comme tous les auteurs aussi, on met tous de nous dans nos personnages. Mmh. Mais dans Vita beaucoup plus. En fait, Vita, je crois que c'est D'accord. sur les 4 livres, ça a été celui où j'ai le plus parlé de moi, où il y a le plus de moi. Heu, c'est le plus personnel, je crois. Voilà. Et du coup, enfin, par rapport à la situation, par rapport à ses parents, par rapport à son frère, c'est terrible, du coup, que ce soit ce personnage-là qui te corresponde le plus? Après je dis pas que c'est, sur cette thématique-là, mais oui, on a tous des blessures, donc j'ai essayé de régler quelques blessures peut-être, avec Vita, c'est possible, oui. Mais dans D'accord. les passagers aussi, hein. Voilà, il y a 2 mois dans Gustave, donc Gustave, c'est le père qui voyage dans le temps pour sauver sa fille. Il y a 2 mois dans Nejma, c'est Oui, sa fille. Il oui. y a 2 mois dans tous les personnages, mais c'est vrai qu'Automne, c'est vraiment ma sensibilité. C'est vraiment, alors sous couvert de l'intrigue et cetera, mais c'est vraiment moi.
C'est vraiment moi, en fait. C'est vraiment ce que je suis au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être le personnage qui me ressemble le plus aussi. D'accord. Et du coup, là, pour rebondir sur les passagers, si tu avais des bonbons magiques et que tu pouvais voyager dans le temps, qu'est-ce que tu irais dire à la petite Julia et qu'est-ce que tu aimerais découvrir de la future Julia? Je crois que je dirais que je retournerais quand j'avais 12 ans, 12-13 ans, et je lui dirais que ça ira mieux plus tard et que c'est pas grave. Voilà. Et que voilà, et que ça ira mieux plus tard et que je retournerai à l'écriture, voilà. Parce que je pense que je l'ai toujours su, mais après il y a des moments où, ben, quand on va pas bien, on s'en rend pas forcément compte. On se rend pas forcément compte des portes qu'on a, des portes de sortie, des façons d'aller mieux peut-être. On est très renfermé. Enfin moi, j'étais très renfermée. Moi, j'avais tout le temps envie de pleurer à cette époque-là. Après quand j'ai eu mon fils, parce que j'ai eu mon fils très tôt, j'ai eu mon fils à 17 ans, je crois qu'il m'a sauvée quand même. Alors, il porte pas le poids, hein, bien sûr, de tout ça, mais mais oui, enfin, je suis devenue quelqu'un d'autre quand il est né, très très clairement. Ça a été une autre période, voilà. Je crois que j'ai été heureuse au lycée quand il est né. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Donc oui, oui, ce que tu mettais dans tes personnages, tu plus besoin d'aller le chercher à travers la plume, tu l'avais dans les bras. C'est ça, D'accord. c'est ça. Puis j'ai pas écrit, voilà, après j'ai pas écrit parce qu'il fallait, c'était pas la période et puis il était petit, fallait que je construise ma vie, donc après j'ai eu ma fille et cetera. Et puis bon, le confinement est venu, puis bon voilà, comme pour beaucoup de monde, je pense que le confinement, ça a été une remise en question et je me suis dit que c'était le moment de m'y remettre. Il y avait l'école à la maison aussi, donc il fallait bien survivre et gérer tout ça et je me suis dit que j'avais le temps d'écrire et donc D'accord. je me suis remis à écrire, voilà, les passagers à ce moment-là et je me suis retrouvée. Vraiment, ça a été une période où je me suis retrouvée, où j'étais bien et où, j'étais heureuse d'y retourner et je crois que c'était le moment, en fait. C'était vraiment le Mmh. moment de retourner à cette passion-là. Et tu as toujours écrit pour toi, du coup? Enfin, tu as toujours, écrit parce que tu en avais besoin, parce que c'était viscéral? À quel moment tu as su, tu as compris que ça pouvait aller jusqu'à l'édition? Pourquoi est-ce que tu l'as proposé à une maison d'édition, celui-ci? Quand j'ai commencé à OK. l'écrire, je savais que je le finirais parce que j'avais écrit avant et puis je finissais jamais rien. Mais lui, je sentais que c'est voilà, là, c'était pas le moment. Mais lui, je sentais que c'était le moment, donc ben, je l'ai fini, puis il me plaisait, donc je l'ai proposé à plein de maisons d'édition. Heu, j'ai eu des refus, j'ai eu des acceptations. Il est sorti une première fois, dans une maison d'édition. Il a été repris par des auteurs des livres et puis après bon la suite, voilà, on en a parlé avec mon éditeur et puis on a dit qu'il fallait une suite et donc on a créé le tome 2, le tome 3 et Vita, Et tu les as du coup. créés au fur et à mesure, donc c'était pas une trilogie à la base. Moi, c'est ça qui me fascine. Non, à la base, il y avait même le tome 1, il est divisé en 2 parties et au départ, il y avait même que la première partie et heu et en fait, les personnages me manquaient et je me suis dit: «Mais je peux pas les laisser, je peux pas les laisser, j'ai envie de les retrouver» et donc du coup, j'ai écrit la deuxième partie. Les personnages m'ont encore manqué, donc j'ai écrit le tome 2. Puis voilà, ça fonctionnait bien et puis, après il y a eu le tome 3, mais à un moment donné, il fallait quand même accepter de laisser partir les personnages parce qu'ils avaient rien à apporter d'autre, en fait. Mmh. Quand c'est fini, c'est fini. Je voulais pas écrire pour écrire. Donc après, j'ai dit au revoir à mes personnages. Mais c'est pas évident parce que j'ai vécu quand même des années avec eux et c'est pas évident Bien sûr. d'arrêter, en fait, de plus les avoir. Bien sûr. Et comment justement, du coup, tu jonglais? Parce que tu avais ta vie de famille, tu avais ton cadre quotidien, tes enfants et à côté, tu avais ce besoin viscéral d'aller avec tes personnages dans leur monde, dans ton imaginaire. Comment tu arrivais à sortir de l'un pour rentrer dans l'autre et inversement? Alors, je sais pas, ça se faisait assez naturellement. C'est vrai que j'ai pas trop enfin voilà, je prenais mon ordi, j'écrivais. J'ai quand même des enfants qui étaient quand même relativement sages. Puis ils étaient petits, enfin j'avais un bébé, mais ils étaient 2 Mmh. grands. Donc ils se géraient quand même, ils pouvaient jouer tout seuls, enfin ça posait pas de difficulté. Après voilà, on gérait les devoirs à la maison, puis dès que j'avais un moment, j'écrivais. C'est vrai que voilà, dès qu'ils jouaient un petit peu dans leur coin, je prenais mon ordi, j'écrivais parce que j'avais envie d'avancer, pour Mmh. moi. Et le fait que ton mari soit musicien aussi, que vous soyez artistes du coup, tous les 2, est-ce que ça permet aussi qu'il le comprenne ça? Ce besoin Oui, d'aller vers son art, ah bien sûr, mais alors avant, moi j'écrivais pas, lui il jouait déjà de la musique, donc c'est vrai que
quand on est tous les deux dans ça, c'est plus facile. C'est vrai Mm. que c'est pas évident de partager la vie d'un artiste. Mais quand on est comme on est tous les deux là-dedans, on se Oui. comprend et je pense qu'on accepte, voilà, on accepte la part de liberté de l'autre en fait. Il faut accepter que l'autre en ait besoin et puis non, ça fonctionne bien. Puis on se répond mutuellement, c'est-à-dire que moi ce qu'il écrit, puisque maintenant il écrit de la musique pour les bouquins, ce qu'il écrit correspond, enfin voilà. Donc du coup on se nourrit mutuellement de ce que fait l'autre et c'est super intéressant en fait, c'est hyper enrichissant comme expérience. Même si ça donne rien, mais on a plein de discussions à ce sujet, on a plein d'échanges et c'est hyper enrichissant. Ah oui, mais du coup, c'est un quotidien qui est complètement atypique et c'est terrible. Et c'est enfin, ça, oui, c'est dans la continuité, enfin, de ce que tu es, d'être assez en marge, c'est atypique et en même temps très créative. C'est génial. Je trouve que tu puisses retrouver ça dans ton couple, c'est top. Et du coup, forcément, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'en pensent les enfants. Est-ce que du coup, eux aussi ont admis vos passions, partagé vos passions, ou est-ce qu'ils ont trouvé les leurs? Alors pour ma fille, l'écriture, pour le petit, il a que 6 ans, donc Mmh. il accepte. Et puis le grand, bah, c'est un ado. Voilà. Donc non, non, il n'est pas dans l'écriture, il n'est pas dans la musique, il sait qu'on en fait. Oui, il accepte, il y a pas de difficulté. Puis il y a une certaine fierté, je pense aussi, de leur Oui. part. Puis on en parle beaucoup, puis ils me portent beaucoup aussi. Et puis Ah. voilà, on échange beaucoup à ce sujet. C'est pas forcément des grand-chose à dire, mais c'est intéressant de vivre cette expérience avec eux, en fait. C'est, heu, voilà, ça apporte un autre regard. C'est vrai que voilà, quand mon fils, il me regardait puisqu'il y avait eu un affichage sur Marseille et puis, je le voyais, il marchait à reculons, puis il me regardait, puis je voyais qu'il était hyper fier et c'est génial, en fait. De partager ça avec Ah eux, oui. c'est vraiment génial. Bon, l'ado, il était moins moins emballé, mais Ça parce que ça traînait un petit empiète peu un petit peu. plus, mais il était là. Mais ouais, mais ça empiète sur sa vie, c'est compliqué aussi parce que il a besoin Bien de sa sûr. liberté, puis voilà, il me demandait au collège de plus signer les noms dans le carnet parce qu'il me disait: «Oui, mais on va reconnaître ton nom». Je fais: «Mais je suis un peu obligée, je suis ta mère quand même». Donc hein, pas trop le choix. Mais C'est non, ça, non, va te falloir un pseudo, mais pas un pseudo d'écrivain, un pseudo de c'est ça. maman. Mais non, non, oui, c'est ça. Je fais: «Mais je peux pas». Il fait: «Non, mais tu mets que la signature». Je fais: «Non, mais que la signature, ça marchera pas, faut que je mette mon nom quand même». Donc non, non, le grand le grand a eu un peu plus de mal, mais les 2 autres, c'est passé. Les 2 autres, c'est passé. Et en même temps, c'est sain. Je trouve ça vraiment bien qu'il ait le comportement inverse qu'on pourrait attendre d'un ado, de quelqu'un qui commence à asseoir une notoriété. Ce serait au contraire, ce serait «Oh, tu peux signer s'il te plaît? J'aimerais bien qu'on sache que tu es ma maman», Non, là, au contraire, c'est: «Non, non, je voudrais pas qu'on te reconnaisse, j'ai besoin». Il a cette conscience de devoir faire sa vie tout seul, de devoir se construire seul et de pas s'appuyer sur ton nom, et je trouve ça génial. Je trouve ça Oui, hyper sain. oui, oui, il vit sa vie et je veux absolument pas l'influencer, en fait. Mmh, Ça me mmh. dérange pas. En fait, je le vis pas mal qui veuille faire sa vie et qui veuille pas qu'on sache que je suis sa mère. Ça me fait rire, mais Oui, je le prends bien, enfin, c'est normal. Il a 12 ans, oui, bon, voilà, quand ses copains viennent lui dire: «J'ai vu ta mère, au tram», bon, il est pas ravi, mais je pense qu'il est fier, mais bon, c'est compliqué, il a 12 ans. Donc c'est ça qui est compliqué, je pense. Voilà. De grandir comme ça. Mais bon, là, c'est bon, il n'y a plus d'affichage, il est tranquille. Je suis sortie des radars. Je suis sortie des radars. ah, c'est terrible, c'est terrible. Moi, dernière petite question, perso, tu nous as entendu en parler, avec Sonia tout à l'heure. J'aimerais vraiment savoir le tableau qui est, derrière toi, celui sur fond noir. Qu'est-ce qu'il, représente pour toi? Pas au-delà de ce qu'il représente réellement. Heu, J'aimerais Il me savoir ce fait qu'il penser représente. à Automne. En fait, en le voyant comme ça, je trouve qu'il va bien avec l'univers du bouquin. En fait, je sais pas, l'effervescence ou quelque chose qu'on peut pas saisir. Donc oui, c'est pour ça, ça me fait penser à cette relation qui naît entre Christ et Automne, où elle existe et elle s'efface en même temps. Et oui, si je devais l'analyser, je dirais ça pour le tableau. Je trouve que ça correspond bien à cet esprit. Et je trouve qu'elle te correspond assez bien aussi, le côté discrétion.
Le côté très discret, très, très vaporeux et pourtant tellement là, tellement visible dans toute une simplicité. Je trouve que ça te correspond bien, toi aussi. Je comprends mieux pourquoi Automne te touche autant. Voilà. Je te remercie beaucoup. Merci à toutes les deux. Je m'excuse, mais Sonia a dû s'absenter et nous quitter pour jusqu'à la fin de l'émission. Rassurez-vous, rien de grave, mais voilà, elle est partie. Mais en tout cas, je vous remercie, Séraphine, pour ce portrait. Merci, Julia, pour tes réponses. Ouais, On rappelle que tu étais avec nous pour nous parler de ce livre Vita aux éditions des auteurs des livres. Donc vraiment, merci beaucoup. Et Yaza Bequines qui est avec nous. Bonsoir, qui vous applaudit. Donc encore une fois, merci. Julia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'ensemble de l'émission ou pour les personnes qui nous ont écoutés ce soir? C'était très chouette de partager ce moment. Je suis très touchée par le portrait de Séraphine. Ouais, voilà, j'ai beaucoup aimé cet échange. Très, très dans l'émotion, voilà, sur le fil. Merci. Oui, mais moi aussi. C'est vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu dégages. Beaucoup. Je la sens émue, Séraphine. Oui. Hein? Ouais, je le sais, je le sais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes. Et oui, et puis Dominique, c'est la question que je voulais vous poser. Quand est-ce qu'on peut te voir en salon? Est-ce que tu as des salons de prévus prochainement? Je serai à Sainte-Maxime. Alors, tous les événements sont sur mon site, mais je serai à Sainte-Maxime pour le Salon du Livre le 22 et le 23 mars. Donc, c'est dans pas longtemps. Je serai à la FNAC de Toulon le 5 avril. Et après, il y en aura d'autres, mais qui seront annoncés sur mon site. Mais les 2 prochains, c'est ceux-là. Voilà, et ben effectivement, on voit sur www.julia, comme dirait Sonia, brandon.fr. Donc vraiment, merci beaucoup. Moi, Et effectivement, je dis tiré du 6, tiré du 8. ouais, bah écoute, on peut dire, elle est partie. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julia. On rappelle que ce mercredi, on recevra donc le prochain invité, le mercredi 12 mars, Romain Puertolas, qui viendra donc nous présenter Comment j'ai retrouvé Xavier du Pont de Ligonnès, son roman-quête, comme il aime l'appeler, aux éditions Albin Michel. Donc ce sera ce mercredi. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Et je rappelle également, pour ceux qui nous rejoignent, que vous pouvez retrouver cette émission le mercredi et le vendredi à 19h30 sur Facebook et YouTube. Vous flashez ce petit QR code. J'aime bien, on est devenu moderne dans cette émission, là, t'as vu? Vous flashez le petit QR code, vous arrivez sur la page YouTube et vous pouvez regarder toutes les émissions en direct ou en différé, comme dirait notre ami Jérôme Deverdière. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à lire des livres. Suivez les réseaux donc de Julia Brandon, qu'on rappelle, est sur Facebook et sur Instagram et qu'on peut retrouver également sur son site internet. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Bon week-end à toi, Séraphine. Bon week-end, Julia. Bon week-end à vous tous. Et on se dit donc à mercredi. Ciao, ciao. Bon week-end. Bye.